Le dimanche 26 novembre 2023, en Seine-Maritime, un père de famille se rend au commissariat et révèle avoir tué ses 3 enfants chez lui, la veille au soir à Alfortville, dans le Val-de-Marne. Quelques mois plus tôt, sa femme avait demandé le divorce après 12 ans de mariage. Le père de famille expliquera au cours de l'enquête qu'il ne supportait pas l'idée que ses enfants puissent être élevés par un autre homme. Le quadragénaire a été jugé entre le 8 et le 10 avril devant la cour d'assises du Val-de-Marne pour le meurtre de ses 3 jeunes filles âgées de 4, 10 et 11 ans. Reconnu coupable, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour l'avocate d'une des parties civiles, cette affaire est celle des violences vicariantes. Ces violences envers les enfants visent à faire souffrir l'autre parent. De quoi s'agit-il exactement ? Comment les prévenir ? Je suis Pauline Revenat et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Charlotte Lesage, bonjour. Vous êtes journaliste pour le site BFM TV. Maître Émilie Chaille, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit de la famille et droit pénal au barreau de Paris. Nous reviendrons avec vous sur cette notion de violence vicariante. Mais tout d'abord, Charlotte, revenons ensemble sur cette journée du 26 novembre 2023. Ce jour-là, Younes El Oudighi, 44 ans, se présente dans un commissariat à Dieppe. Il s'adresse aux policiers et leur fait une terrible révélation. Il affirme avoir tué ses 3 enfants. Les faits se seraient déroulés à 200 km de là, à Alfortville, dans le Val-de-Marne. Sur place, les policiers découvrent 3 corps d'enfants dissimulés sous des couvertures. Ce sont des petites filles. Elles ont 4, 10 et 11 ans. Elles sont en pyjama. Et selon le procureur, elles auraient été tuées pendant la nuit. Un passage à l'acte extrêmement violent. Les enquêteurs se dirigent rapidement vers la piste d'un triple infanticide sur fond de séparation non accepté par le père. Au moment des faits, le couple était en instance de divorce. C'est son épouse qui a demandé la séparation quelques mois plus tôt. Une audience devant le juge aux affaires familiales était prévue dans les prochaines semaines. En attendant, un accord avait été trouvé concernant la garde des enfants et c'est dans ce contexte que le père accueillait ses 3 petites filles ce week-end-là. En garde à vue, l'homme reconnaît rapidement les faits. Il dit aussi ne pas supporter l'idée qu'un autre puisse élever ses filles. Il explique être passé à l'acte après avoir envoyé plusieurs messages à son ex-compagne. Des messages dans lesquels il dit ne pas comprendre sa décision de vouloir se séparer. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Le père glisse des somnifères et des anxiolytiques dans les boissons et les glaces de ses enfants. Une fois ses filles endormies, il s'en prend à elles, l'une après l'autre. Il étouffe la plus jeune avec un oreiller, puis il s'en prend à la plus grande, qu'il poignarde à plusieurs reprises après qu'elle se soit réveillée. Enfin, il tue la cadette, sa préférée selon lui, 4 à 5 heures plus tard. Et après les faits, l'homme prend sa voiture, envisage de mettre fin à ses jours, puis renonce. Il retourne chez lui récupérer quelques affaires et roule jusqu'à Dieppe, où il finit par se rendre. Les experts psychiatres évoquent chez cet homme un syndrome dépressif majeur associé à des traits paranoïaques. Alors, maître, plusieurs acteurs du dossier ont dit de cette affaire qu'elle était celle des violences vicariantes. Concrètement, de quoi parle-t-on ? Alors le mot vicariant, c'est un mot un peu étrange qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le langage de tous les jours. Ça vient du latin vicarius, qui signifie remplaçant, substitut. C'est une violence de genre, ça a été démontré. Il y a une réalité statistique, les victimes sont très majoritairement des femmes, les mères. Et pour le dire assez simplement, en fait, ça va être une violence exercée par un conjoint ou un ex-conjoint sur les enfants de sa partenaire ou de son ex-partenaire pour lui faire du mal. Donc c'est une violence post-séparation dont le but est vraiment d'atteindre, de punir, de détruire la mère à travers ses enfants pour vraiment frapper là où ça fait le plus mal. Donc l'enfant, il est la cible première, mais vraiment, il devient un instrument, un outil pour atteindre la mère. Et ce qui est particulièrement cruel en fait dans ce mécanisme, c'est que l'agresseur, il agit sciemment dans la volonté de nuire, d'atteindre la mère à travers les enfants qui, eux, deviennent, hélas, des victimes directes. Donc l'enfant est un outil, un vecteur. Concrètement, quelle forme prennent ces violences ? Ça va jusqu'à l'infanticide, mais j'imagine qu'il y a d'autres déclinaisons. Oui, alors l'infanticide, c'est la forme la plus extrême. Le drame d'Alfortville, ce triple infanticide, c'est l'exemple le plus terrible. Mais il faut se dire que c'est des violences qui commencent bien avant ça. Et elles sont vraiment
elles seront très variées, très multiples. Elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être physiques, elles peuvent être sexuelles avec de l'inceste. Et on va être dans des formes très très variées. Donc par exemple, ça va être un dénigrement de la mère vis-à-vis de l'enfant. Ah, t'es comme ta mère. Ça va être au moment du couple, si tu me quittes, je vais prendre les enfants. Ou bien après la séparation, tu vas pas les revoir, je te les ramène pas. Ou de les ramener en retard pour créer une angoisse chez la mère qui va regarder l'heure en se demandant ce qui se passe. Ou bien ne pas assurer un bon suivi médical, négliger les enfants pour créer un signalement, par exemple, auprès de l'école. Donc, ça va être toutes ces formes de violence-là. Et ça peut être aussi auprès de l'entourage de la mère, créer des rumeurs sur elle, des fausses informations, sur son lieu de travail aussi. Ça va être... C'est de la déstabilisation, du dénigrement. Oui. Détruire des objets à valeur sentimentale pour la mère, faire disparaître l'animal de compagnie. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment c'est très insidieux, c'est dans le quotidien et la difficulté c'est que c'est invisible en fait, c'est difficile à détecter pour l'entourage et c'est difficile à qualifier juridiquement. Alors Charlotte, revenons au dossier d'Alfortville. Cet homme n'était pas tout à fait inconnu de la justice. En avril 2021, il est condamné à 18 mois de prison, dont 1 an avec sursis pour violence envers son épouse et l'une de ses filles. Au lendemain du meurtre de ses filles, la mère explique d'ailleurs aux enquêteurs avoir subi de nouvelles violences avec l'une de ses filles en août 2022. Des violences qu'elle n'avait pas signalées. Maître, dans cette affaire, il y a eu donc des antécédents de violences. Oui. Charlotte vient de le rappeler. Est-ce que les violences vicariantes s'inscrivent souvent dans un contexte de violence conjugale préexistante? Oui, les violences vicariantes, elles sortent pas de nulle part. C'est-à-dire que elles s'inscrivent souvent dans un climat de violence conjugale antérieure. Donc c'est un continuum, de domination, de contrôle. Comme vous l'avez dit là dans le drame d'Alfortville, il y avait des antécédents. Il y avait de la violence conjugale et ce qu'on se rend compte, c'est que ces violences, malgré le fait que la mère ait porté plainte, se soit séparée et demandé le divorce, en fait, ça met pas fin aux violences. Ça continue post-séparation et en fait, ces violences, elles s'exercent. On déplace l'instrument. En fait. On va utiliser l'enfant comme instrument. Et quels sont les symptômes, les signes précurseurs auxquels il faut être attentif? Alors, les signes précurseurs, ça va être un contexte. Ça va être pendant la vie familiale, ça va être des moyens de pression. On va utiliser l'enfant comme moyen de pression. On va le mettre au centre des conflits. On va l'utiliser dans la procédure. On va l'instrumentaliser. Et puis après, on peut avoir des signaux aussi comportementaux de l'enfant. Donc, par exemple, un enfant qui va se replier sur lui-même, qui va avoir des troubles du sommeil, qui va régresser, un enfant qui fait de nouveau pipi au lit, qui va avoir peur de l'autre parent et qui va pas vouloir aller chez l'autre parent. Et après, oui, il y a des signes aussi dans la dynamique parentale, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment dans le discours de l'agresseur, d'utiliser les phrases que je vous ai citées tout à l'heure. Tu vas payer, tu vas pas les revoir, ce genre de choses. Charlotte, le père de famille d'Alfortville a été jugé, on l'a dit, entre le 8 et le 10 avril devant la cour d'assises du Val-de-Marne pour le meurtre de ses 3 filles. Oui, et au procès, la mère des enfants revient longuement sur les violences subies pendant des années, les gifles, les coups de batte de baseball. Selon elle, les violences ont commencé dès la naissance de leur première fille. Lui minimise ces violences et nie avoir battu l'un de ses enfants avant les meurtres. À la barre, la mère de famille affirme aussi que son ex-mari la visait à travers ses filles. Il s'est attaqué à mes filles parce qu'il savait très bien que s'il m'attaquait moi, je me défendrais, a-t-elle dit. Au terme de son procès, Younes El Oudjigui a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Alors, maître, l'objectif est-il toujours de faire souffrir l'autre parent avant tout dans les violences vicariantes? Oui, très souvent, oui. L'objectif principal, ça va être de conserver un pouvoir sur l'autre parent, de le punir, de lui faire mal, de lui faire payer la séparation, de lui faire payer le fait que, d'avoir repris sa liberté. Dans le dossier d'Alfortville, il supportait pas l'idée que la mère puisse refaire sa vie et que ses filles puissent avoir un beau-père. Ouais. Donc, l'enfant va devenir en fait un moyen de pression, de destruction psychique de la mère. Et c'est en ça que les violences vicariantes,
il faut les distinguer des violences intrafamiliales. C'est-à-dire que l'enfant, là, n'est pas la cible première directe. Il est un moyen d'atteindre l'autre. Et donc, l'agresseur choisit sa cible qui causera le maximum, en fait, de dommages irréparables. Et ces agresseurs... il faut se dire qu'ils n'ont pas forcément des pathologies psychiatriques. C'est pas des hommes fous, c'est vraiment des agresseurs qui vont choisir leur cible et avec un objectif vraiment de frapper ce qui fait le plus mal pour une maman. Et en septembre dernier, le gouvernement espagnol a approuvé un avant-projet de loi contre ces violences vicariantes. Ouais. En France, vous pensez que la France doit suivre cette voie ? Ces violences sont-elles suffisamment reconnues ? Alors, c'est vrai que l'Espagne, elle est très en avance sur le sujet. Elle a reconnu ce concept il y a déjà 10 ans à peu près, parce qu'il y a eu un fait divers où un père avait tué ses 2 petites filles. Ça avait beaucoup ému toute l'Espagne. Donc, ils ont ce projet de loi qui, s'il est voté par le Parlement espagnol, ça serait une grande première en Europe. Parce que c'est un projet de loi qui définit juridiquement les violences vicariantes, ce qui n'existe pas aujourd'hui en France, qui crée un délit autonome. Et en France, on a des choses, on a des avancées par poussées successives, mais il n'y a pas de définition juridique, c'est pas un délit autonome, c'est enserré dans d'autres choses. Et oui, moi je pense qu'il faut aller plus de l'avant parce que si on l'identifie, on le nomme, ça permet de le repérer plus facilement, ça permet de le rendre plus visible et voilà, ça permet aussi de pouvoir mieux l'appréhender en réalité. Comment est-ce qu'on peut protéger les enfants et les conjoints qui sont victimes de ces violences vicariantes ? Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers propres à la France ? Oui, alors on a pas mal d'outils, on a pas mal de dispositifs. Il y a une loi de 2024 qui est venue améliorer ces outils. On a une ordonnance de protection qui passe à 12 mois. On a une ordonnance provisoire de protection qui peut être délivrée en 24 heures par le juge, qui permet de sécuriser la victime et ses enfants, en suspendant le droit de visite et d'hébergement de l'agresseur, interdiction de contact, évidemment, interdiction de paraître à certains lieux bien identifiés, comme le domicile, le lieu de travail de la mère, même le lieu de l'assistante maternelle. Et puis après, on a d'autres outils comme le bracelet anti-rapprochement qui permet de géocaliser l'agresseur et de créer une alerte quand il se rapproche trop de la victime, le téléphone grave danger. Donc on a des outils, mais ils ne sont pas encore suffisamment connus. Ce qui manque, ce que vous dites, c'est qu'il y a des outils, mais il n'y a pas le cadre. C'est ça, il n'y a pas la boîte, quoi. Il faut que ce soit plus connu par les victimes. C'est-à-dire que ce terme de... Si moi, je demande à mes clientes, pensez-vous être victime de violences vicariantes ? Elles ne sauront pas me répondre. En revanche, si je leur pose comme question, est-ce que vous pensez être... Avec les exemples que je vous ai cités tout à l'heure, elles vont me dire, ah bah oui, en fait, c'est ça que je vis. Donc, c'est de mieux identifier et après que la victime prenne conscience qu'il se passe des choses et d'utiliser ces outils. Donc voilà. Et il y a aussi les numéros de téléphone, le 3919 et une plateforme numérique de signalement des violences sexistes et sexuelles qui est disponible 24 heures sur 24. Il y a des choses qui existent. Et statistiquement, vu que vous en faites beaucoup du droit de la famille et du droit pénal, est-ce que c'est des violences vicariantes qui statistiquement vous occupent plus depuis ces dernières années? À quel moment vous avez senti la bascule, s'il y en a une? C'est progressif. Oui, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des violences qui sont distillées dans le quotidien. Invisibles, en fait. Un peu. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en général, elles font partie d'un ensemble avec d'autres choses. Et on n'avait pas de statistiques depuis un moment. Là, on en a récemment. Il faut savoir que c'est à peu près 140 000 enfants par an co-victimes de violences conjugales. Et c'est un enfant tué tous les 5 jours par l'un de ses parents. Donc, c'est pas rien, en fait, comme statistique. Et encore une fois, c'est difficile de chiffrer, de quantifier, parce que c'est souvent invisibilisé, en fait. Merci beaucoup pour votre éclairage et votre participation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur bfmtv.com et les plateformes de streaming. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit.